Il y a pas de... Ah, ça y est, il y a le son. Bonjour, donc, à tous. On est là pour parler hydrogène durable. Écoutez, la salle est pleine, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Évidemment, il y a toujours beaucoup de monde à Polytech, mais faire le choix de la conférence, c'était d'approfondir les choses. C'est un vrai choix, je suis ravi que vous l'avez fait. Peut-être que vous avez considéré que c'est un sujet d'actualité, que tout le monde est concerné. Peut-être que vous considérez que les annonces qui ont été faites hier sur la politique énergétique nous encouragent tous à nous intéresser à l'hydrogène. Eh bien, c'est ce qu'on va faire pendant 1h15. Pour vous préciser que cette conférence est montée en partenariat aussi avec le magazine Hydrogénium, que vous avez ici. Peut-être il y en a quelques exemplaires pour vous. En tout cas, il y en a à l'entrée. Moi, je suis Gilles Béraud. Bon, je connais un peu les questions d'hydrogène, mais je suis plutôt un spécialiste globalement des questions de précarité énergétique. Et d'ailleurs, vous avez aussi un magazine à l'entrée du même groupe de presse, Greentosh Energy, sur les questions de précarité énergétique. Mais aujourd'hui, la question, c'est l'hydrogène. Nous avons la chance d'avoir 5 intervenants qui représentent, je pense, ce qu'on fait le mieux en expertise en France sur le sujet. Bien sûr, Michel Delpont, qui est député de Dordogne et qui est président du groupe d'études sur l'hydrogène à l'Assemblée nationale. Laurent Anthony, qui est président d'Hydrogen Europe Research, qui travaille pour le CEA. Patrice Touchon, qui est directeur R&D CEO de Janvia, qui est aussi partenaire de cette conférence. Christelle Verquin, déléguée générale de France Hydrogène, elle nous dira quelques mots sur le périmètre de cette association. Et Fabrice Panecook, pardon si je le prononce pas, bon c'est parfait, merci, j'en suis ravi, qui est conseiller délégué aux espaces valléens à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Si vous ne savez pas ce qu'est l'espace valléen, mais c'est pareil, il vous l'expliquera tout à l'heure. On va commencer avec Laurent Anthony. Bon, il faut qu'on définisse ce que c'est l'hydrogène vert. Donc, quelle place l'hydrogène et qu'est-ce que c'est que cet hydrogène vert? Est-ce que c'est durable? Est-ce que c'est l'hydrogène naturel? Est-ce que c'est tout ça? Racontez-nous. Bonjour à tous. Alors c'est une bonne première question, puisqu'en fait l'hydrogène vert, comme il n'y a pas de définition, c'est un peu ce qu'on veut. Et en fait, quand vous avez entendu hier le président Macron, pour lui l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène renouvelable et l'hydrogène bas carbone. Pour d'autres personnes, la Commission européenne, l'hydrogène vert, c'est l'hydrogène que renouvelable. Pour le grand public, généralement, on pense aussi à l'hydrogène renouvelable. Alors, dites-nous, juste, pardon, mais est-ce que... Il y a des experts dans la salle, mais certains n'y connaissent rien. Comment on fabrique l'hydrogène? Alors, il y a beaucoup de manières de produire l'hydrogène. Alors aujourd'hui, effectivement, l'objectif, c'est de produire de l'hydrogène pour avoir une empreinte carbone la plus faible possible. Alors, un des moyens historiques, c'est de produire l'hydrogène à partir d'énergies fossiles, le gaz naturel ou le charbon. Et c'est effectivement ce que nous voulons arrêter. Et donc pour ça, nous avons d'autres voies de production. Et la voie que la France a choisi de prioriser, c'est l'électrolyse de l'eau. Donc on prend de l'eau, on met du courant, et puis il y a des bulles d'oxygène d'un côté, des bulles d'hydrogène de l'autre, comme on l'a fait quand on était tout petit à l'école. Voilà, vous vous rappelez, H2O, voilà. On casse la molécule, ça fabrique de l'énergie, etc. Et après, on aimait bien faire la réaction inverse, où on reproduisait de l'eau avec un petit boom entre-temps. Mais voilà, c'est donc production par électrolyse. Après, il y a d'autres voies, à partir aussi de la biomasse, en faisant aussi de la biomasse soit le même principe que du gaz naturel, au formage, soit par de la pyrolyse, soit on peut produire de l'hydrogène aussi à partir d'algues. Vous voyez, il y a plein de procédés, mais les deux procédés, on va dire, les plus classiques, c'est le vaporoformage. On va casser les molécules, notamment de méthane, pour produire de l'hydrogène et l'électrolyse de l'eau. Alors effectivement, après, qu'est-ce qu'on appelle renouvelable bas carbone? Ou vert, bleu, rouge, jaune, violet, c'est un arc-en-ciel. On peut même citer parfois un peu une autre communauté qui a plein de couleurs aussi. Mais en fait, aujourd'hui, de plus en plus, en fait, on veut éviter de parler de couleurs. Parce que quand on parle de couleurs, finalement, on peut dire tout et n'importe quoi et ne pas se comprendre. Donc pour répondre à votre question, c'est quoi l'hydrogène vert? Moi, j'aurais tendance à dire c'est l'hydrogène qui permet de répondre au mieux à nos objectifs climatiques. Donc c'est l'hydrogène qui permettra d'avoir l'empreinte carbone la plus faible possible. Alors pour ça, bien sûr, il y a utiliser les énergies renouvelables, mais comme le disait le président Macron hier, il y a aussi l'hydrogène, utiliser l'électricité elle-même à faible empreinte carbone à travers l'électricité nucléaire. Et c'est ce qu'on appelle l'hydrogène bas carbone, sachant qu'il y en a un autre hydrogène bas carbone, c'est l'hydrogène que vous allez produire comme on le fait aujourd'hui à partir de gaz naturel,
mais on va capter et séquestrer le CO2 qui a été émis. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle du CCS. Voilà, donc ça, c'est on va dire les voies les principales. Voilà, et donc dans les usages, il y a tous les usages historiques de la chimie, et il y a ce qu'on appelle un vecteur énergétique. Donc en gros, ça permet de stocker de l'énergie qui permet de faire de l'électricité. En fait, l'hydrogène, c'est un vecteur énergétique. Alors très longtemps, on a considéré l'hydrogène que comme un carburant pour alimenter les véhicules à pile à combustible. Ça, c'était il y a 20 ans, ou quand je discutais encore il y a 10 ans avec la Commission européenne, hydrogène égale carburant pour voiture. Non, l'hydrogène est un vecteur énergétique au même titre que l'électricité, le gaz ou la chaleur. Donc effectivement, aujourd'hui, on voit bien que l'hydrogène a tout cet usage industriel que vous avez mentionné, mais en plus a aussi toujours l'usage de carburant pour la mobilité, mais doit également être vu comme un vecteur énergétique qui permet notamment d'intégrer beaucoup mieux les énergies renouvelables. Alors, Michel Delpont, vous êtes député, une passion absolue pour l'hydrogène quand même, une commission parlementaire, un livre qui s'appelle Hydrogène. Je lis parce que tous les mots sont importants, j'ai peur d'en oublier un. Hydrogène renouvelable, l'énergie verte du monde d'après. Tout ça fleure bon la première phase du confinement sur le monde d'après. Mais est-ce que ce n'est pas déjà justement le monde d'aujourd'hui, l'hydrogène? Enfin, depuis hier. Bonjour à tous. Vous m'entendez? C'est bon. Effectivement, l'hydrogène, c'est le futur au présent. En fait, moi j'y ai cru depuis 4 ans. Et à l'époque, je prêchais dans le désert. Au niveau gouvernemental, au niveau même de mes collègues députés, même au niveau de mes ministres de la transition écologique. Et en fait, depuis 2 ans, il y a un véritable virage qui s'est effectué sur le plan politique et après sur le plan de la filière. Ça s'est passé juste avant le Covid, en janvier 2020. J'ai réussi à convaincre le président de la République et également le ministre des Finances, parce que rien ne se passe. Rien ne se passe sans merci. Bruno Le Maire, qui est aujourd'hui très convaincu. Et donc, le Covid est arrivé. Et en post-Covid, effectivement, le gouvernement a décidé de mettre l'hydrogène au cœur du plan de relance, à savoir 7,2 milliards d'euros, plus 1,5 milliard d'euros pour l'Airbus à hydrogène, plus encore l'agriculture, on est presque à 10 milliards. Voilà. Et encore hier, le président de la République a annoncé dans le plan France 2030 que l'hydrogène serait dans les 10 objectifs de la France en 2030. Bon, effectivement, comme a dit mon collègue, l'hydrogène, c'est un dossier ancien, puisqu'on l'apprend à l'école. Lavoisier l'avait découvert en 1783, après les études de Cavendish. Et Jules Verne, il y a 140 ans, avait imaginé, c'est assez incroyable dans l'île mystérieuse, que l'eau serait un carburant. Et c'est aujourd'hui le cas. Parce qu'en fait, on part de l'eau, comme il vient de l'expliquer, et on ne rejette que de l'eau. Zéro émission chimique, zéro émission sonore, parce que j'insiste sur le côté... Non, change de micro. Il y a un problème de micro. Allô? Non, attends, il faut juste qu'il l'ouvre. Voilà. J'insiste sur le côté des pollutions, le côté zéro émission sonore également, puisque ça ne marche pas toujours. On n'est pas aidé par le micro, mais... Zéro émission sonore, c'est important parce qu'aujourd'hui dans les villes ça devient insupportable. Et donc, ça a été évoqué, c'est un vecteur énergétique, ce n'est pas une énergie. Mais la grande vertu de l'hydrogène, c'est que ça se stocke. Donc, aujourd'hui, on n'a pas d'énergie en termes de stockage. On est obligé d'avoir des gazoducs. Vous savez combien on a de kilomètres de gazoducs en Europe? 40 000 kilomètres de gazoducs. C'est un truc de fou. Et on va essayer d'en réhabiliter pour l'hydrogène, d'ailleurs. On en parlera peut-être si on a le temps. Et donc, ensuite, l'hydrogène peut se stocker dans des réservoirs, peut se stocker comme le gaz dans des cavités salines. J'ai été visiter les cavités d'Étré en Bresse. Donc, en souterrain, on peut effectivement stocker l'hydrogène. Donc, l'intérêt, c'est que demain, on pourra produire de l'hydrogène, par exemple, en été, quand on est en surproduction d'électricité, par exemple, ou nucléaire, ou hydroélectrique, ou autre énergie intermittente, et stocker et reproduire pour l'hiver. Ensuite,
L'hydrogène, c'est un segment important parce que ça se joue à 3 niveaux. D'ailleurs, pour les jeunes qui sont là, je vous conseille de vous orienter dans ces métiers parce qu'il va y avoir 100 nouveaux métiers qui vont toucher l'hydrogène. Une centaine de métiers. À savoir qu'il y a trois secteurs. Le secteur production, dont on vient d'en parler, c'est-à-dire électrolyseur, pile à combustible, réservoir. Le secteur après usage, donc moteur électrique, mobilité, camion, bateau, avion, industrie, très important si on a le temps d'en parler, parce que l'industrie, il va falloir muter tout ce qui est industrie polluante, c'est-à-dire le ciment, les engrais azotés, l'acier ou encore des plastiques. Donc tout ça, ça va être obligé de muter. Et enfin, en amont, et ça c'est très important, tout ce qui est renouvelable. Donc on va tirer aussi, parce qu'on a des grands besoins, on va avoir des besoins importants d'électricité verte, donc on va tirer vers le haut tout ce qui est renouvelable. Faire baisser les prix, c'est-à-dire donc l'éolien, le solaire, la méthanisation, la géothermie ou encore donc l'hydroélectrique dont on parle peu. Et pourtant, c'est quand même la seule énergie aujourd'hui qui existe, qui est verte. Les barrages hydroélectriques. On l'a un peu sous-estimé, il va falloir réhabiliter les barrages et en construire d'autres. Donc voilà, un vrai challenge. Ça veut dire qu'on peut aussi stocker en sortie des barrages, à des moments où on a moins besoin d'électricité, on fabrique de l'hydrogène, Exactement. Et ensuite on peut réutiliser. Exactement. Et pour la première fois, ça va intéresser des territoires ruraux. Moi, j'habite à Bergerac, en Dordogne. On va créer un électrolyseur sur le barrage. C'est la première fois qu'on crée des emplois avec une technologie de rupture dans nos territoires. Ça, c'est quand même important. Dans de l'emploi et des formations. Et j'en viens au fait qu'il va falloir aussi revoir la copie dans les formations. Ce qu'on n'a pas fait, par exemple, pour la santé avec le numerus clausus, il faut 10 ans pour former quelqu'un. Donc aujourd'hui, il faut former les jeunes ingénieurs à tous les niveaux, techniciens, école des mines, arts et métiers. J'en ai parlé déjà à la faculté de Bordeaux parce que c'est mon secteur. Il va mettre un campus connecté avec nous. Donc voilà, il y a des choses à faire dans toutes les régions. Et ça, c'est très important pour monsieur le maire, pour effectivement créer de l'emploi dans nos territoires. Merci. Christelle Verquin, prenez ce micro. Voilà. Donc c'est un bon sujet, l'hydrogène. On a un bénéfice social, un bénéfice, on crée de l'emploi, on améliore la transition énergétique juste. Qu'est-ce que fait exactement France Hydrogène sur ce beau sujet ? Alors bonjour à tous. Effectivement, c'est un très beau sujet et on constate qu'il intéresse de plus en plus d'acteurs assez différents. Donc pour donner un exemple... La preuve, je pense que c'est la salle la plus remplie de toute l'histoire de Polytech. Formidable. France Hydrogène, donc on était en 2016 une soixantaine de membres. Aujourd'hui, on est plus de 360. C'est pour donner un ordre de grandeur. Hein. Qui on représente ? On représente l'ensemble des acteurs de la filière de l'hydrogène en France, depuis l'amont, le secteur de la recherche, avec des laboratoires, des centres de recherche, le CEA, le CNRS, des centres techniques et des laboratoires de diverses tailles. Nous représentons en aval, c'est très important, ça fait la spécificité aussi du déploiement de l'hydrogène en France, les territoires, les collectivités territoriales. Aujourd'hui, 12 régions métropolitaines sont membres de France Hydrogène. On a également une douzaine de métropoles, des intercommunalités, des syndicats d'énergie, des syndicats de transport et des pôles de compétitivité. Et puis, bien sûr, au milieu, le cœur du réacteur, la chaîne de valeur industrielle que décrivait Michel, à savoir environ 70 grands groupes et 130 PME, PMI, start-up, de l'énergie, de l'industrie et de la mobilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur ce beau sujet, puisque c'était ça la question ? En fait, on est convaincu de deux choses. La première chose, c'est que si l'hydrogène, même vert, n'est pas un miracle et c'est pas la solution à tout, néanmoins, on n'aura pas de transition énergétique et écologique sans hydrogène. Ça, il faut vraiment bien s'en rendre compte, tout le monde s'en rend compte, et non seulement notre gouvernement en France, mais également, on voit bien qu'au niveau européen et mondial, la dynamique est vraiment engagée. Et le sujet qu'on défend, c'est de dire que cette transition, c'est une opportunité, comme Michel vient de le dire, pour la réindustrialisation, pour la création d'emplois, pour le développement de nouvelles compétences sur le territoire. Voilà. Et si je peux juste ajouter un petit mot, parce que je souhaiterais aussi rebondir sur ce que disait Laurent, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on entend par hydrogène vert ? Nous non plus, chez France Hydrogène, on n'aime pas tellement les couleurs. On défend plutôt l'idée que l'objet, c'est la transition écologique, la transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique. Qu'à ce titre-là, l'hydrogène est donc incontournable et que c'est l'hydrogène renouvelable et bas carbone qui va faire cette transition. D'abord en substitution
de l'hydrogène fossile qu'on utilise déjà dans l'industrie, puis pour développer des nouveaux usages. Et cet hydrogène renouvelable ou bas carbone, il est effectivement produit à partir de sources primaires renouvelables, comme la biomasse ou comme des sources électriques renouvelables, mais également de manière traditionnelle en cassant la molécule de gaz naturel, en séquestrant, en stockant le CO2, ou encore qu'est-ce que j'allais dire ? Ou encore, voilà, bien sûr, à partir de sources électricité bas carbone comme le nucléaire, ça a été aussi défendu hier. Voilà, donc mais concrètement, on en est où? Parce que est-ce qu'on est on peut passer sur l'aspect industriel, parce que la chimie a besoin d'hydrogène, etc. Mais sur tous ces usages de la mobilité, notamment, enfin tous ces usages de transition énergétique, on en est où? C'est déjà une réalité ou tout ça, ça va commencer dans 5 ans, dans 10 ans? On va être quand à l'échelle? Alors, notre président a coutume de dire que nous sommes au pied de la falaise, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà des choses qui se passent. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'hydrogène est déjà utilisé dans l'industrie, ça a été dit, comme matière première dans la chimie ou pour désulfurer le pétrole. Aujourd'hui, donc, le premier enjeu, c'est de transformer cet hydrogène qui est produit à partir de fossiles et qui émet beaucoup de CO2, donc, par de l'hydrogène renouvelable ou bas carbone. Donc on a déjà environ 700 000 tonnes d'hydrogène produit et consommé en France chaque année. Voilà, ça c'est le premier point. Donc, et 95% de cet hydrogène est produit à partir de fossiles. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est de transformer cette production-là. C'est déjà en train. Et de produire massivement de l'hydrogène renouvelable et bas carbone pour développer de nouveaux usages. C'est le cas par exemple de la mobilité. Et aujourd'hui, pour donner quelques exemples, on a une quarantaine de bus qui circulent en France, environ 400 véhicules utilitaires légers, une benne à ordures ménagères, bientôt des camions. On voit que ça se développe dans la mobilité et des trains, bien sûr, pardon. Voilà. Non, ça veut dire même des navettes fluviales. Ça veut dire ça marche, mais qu'on n'est pas à l'échelle, parce qu'en même temps, c'est pas un bon exemple à un endroit, mais c'est pas non plus une massification. Non, le sujet, c'est vraiment d'industrialiser les procédés de fabrication, de faire baisser le coût de production de l'hydrogène de telle manière à ce que ça démocratise les usages, évidemment. Mais on a des objectifs très concrets et qu'on espère bien réaliser avec l'ensemble des acteurs, à la fois au niveau des territoires, bien entendu, au niveau national, en s'inscrivant dans la dynamique européenne, qui est de faire baisser drastiquement les coûts des composants, des équipements et des systèmes, de faire baisser le coût de production de l'hydrogène renouvelable et bas carbone, afin d'industrialiser et de produire de manière massive. Donc c'est effectivement produire en quantité à des coûts inférieurs, ce qui permet à la technologie de se déployer. Patrice Tauchon, c'est aussi l'innovation, tout ça. Vous, c'est une start-up. Qu'est-ce que ça fait quoi, Jean-Viens ? Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, l'innovation, elle va être partout, sur les technologies, sur les usages. Moi, je vais parler un peu plus de la technologie. Comme il a été dit à juste titre jusqu'avant, si on veut permettre la massification de l'hydrogène, il va falloir améliorer les performances, baisser les coûts. Donc pour cela, on joue à la fois sur la performance intrinsèque des technologies et son coût. La performance intrinsèque des technologies, eh bien, ça peut être des systèmes. Pour produire de l'hydrogène par électrolyse, comme vous le savez, comme Laurent l'a dit tout à l'heure, on part d'eau que l'on transforme en hydrogène et en oxygène. Il y a différentes technologies. Je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ce détail-là. Je vais juste différencier 2 typologies de technologies. Des technologies dites basse température, où c'est de l'eau liquide, comme on a à notre robinet, que l'on dissocie en oxygène et en hydrogène. Et les technologies dites à haute température, où ce n'est pas de l'eau liquide, mais c'est de la vapeur, que l'on dissocie à haute température. Le fait de travailler avec de la vapeur permet d'une part de consommer un peu moins d'énergie, enfin 15% de moins d'énergie totale qu'en basse température. Donc ça, c'est un premier gain. Et le deuxième gain, c'est que lorsque l'on parle d'énergie, on parle beaucoup d'électricité. Lorsqu'il s'agit d'électrolyse basse température, l'énergie, c'est de l'électricité. À haute température, eh bien, on peut se permettre d'avoir un mix entre l'énergie thermique pour produire de la vapeur et de l'énergie électrique pour faire la réaction. Ce qui fait que la technologie qui a été développée par le CEA pendant une quinzaine d'années et qui est l'objet du transfert à Genvia, c'est une technologie qui permet de consommer 30% de moins d'électricité pour la même quantité d'énergie, la même quantité d'hydrogène, pardon. Par contre, la contrepartie pour ces 30%, c'est de disposer de chaleur disponible à 150 degrés, c'est ce qu'on dit, pour produire la fameuse vapeur. Cette chaleur, elle est souvent présente
Sur les procédés industriels, dans les réseaux de chaleur, par exemple. Voilà. Donc, en gros, pour fabriquer de l'hydrogène, il nous faut de l'énergie. Ensuite, on a un vecteur. Et avec ce vecteur, on fabrique de l'électricité. Vous intervenez pour fabriquer de l'hydrogène ou pour transformer l'hydrogène en électricité? Alors, je parlais d'électrolyse. Donc, effectivement, l'électrolyse permet de produire de l'hydrogène à partir d'électricité. Vous l'avez compris, à haute température, ça permet de consommer moins d'électricité. Une autre spécificité de la haute température, c'est un côté réversible. C'est-à-dire que le même objet, si vous l'alimentez avec de l'hydrogène, il va fonctionner en pile à combustible et donc produire de l'électricité. La technologie, du coup, par rapport aux applications qui ont été citées tout à l'heure, dites de power to power, en très mauvais français, permet de le faire avec un seul objet, ce qui est pratique. On prend de l'eau, on l'électrolyse, on stocke l'hydrogène, on récupère cet hydrogène qu'on alimente, qu'on envoie dans l'objet, on reproduit de l'eau, du coup, en produisant de l'électricité. Le cycle est plutôt vertueux. Il n'est pas à des rendements à 100%. Hein. En électrolyse, en général, les rendements sont plutôt bons. En parlant à partir de pouvoir calorifique inférieur du gaz, en électrolyse haute température, on est à plus de 80%. Et en pile à combustible, on est entre 50 et 60%. Donc le rendement power to power, on va dire que c'est à peu près la moitié. Le reste, c'est quand même de l'énergie à haute température, typiquement à 80 degrés, qui peut être valorisable, enfin à 80 voire plus, qui peut être aussi valorisable. Donc il faut raisonner, mais je pense que Laurent, tu l'as dit, il faut raisonner écosystème en fait. L'électrolyseur demain ne sera pas qu'un seul objet posé quelque part, c'est un écosystème autour où on va produire de l'énergie au sens large. Alors, quelques questions techniques. D'abord, la question du risque, parce que l'image qu'a l'hydrogène, c'est la peur. Il faut savoir qu'on stocke dans une voiture à 700 bars, je crois, l'hydrogène, ce qui demande des infrastructures, même s'il y a une technologie qui s'appelle storage, je crois, où c'est c'est des cartouches en basse pression. Mais globalement, dans un véhicule, c'est du 700 bars. Donc, il y a un phénomène de risque. Et est-ce que maintenant, on a complètement dépassé cette dimension-là ou pas? Première question technique. Alors, moi, je vais le faire sur la partie électrolyse et mon ami Laurent le fera sur la partie usage où il connaît beaucoup mieux que moi. Sur la partie production de manière intrinsèque, les objets qui sont développés, quels qu'ils soient, sont étanches. Donc, de toute façon, ne génèrent pas de problème. Pour autant, on calcule tout sous forme de règles ATEX avec des zones d'exclusion. La propriété de l'hydrogène, c'est que il est plutôt inflammable et qu'il n'explose pas a priori, en tout cas dans les conditions normales d'utilisation. Donc j'ai envie de dire... l'objet pas plus que l'essence. Exactement, voilà. En tout cas pour la partie électrolyse. Maintenant pour la partie véhicule, je te laisse Laurent, tu connais mieux que moi. Alors effectivement sur la partie sécurité, on en parle beaucoup. Et c'est vrai que c'est très important. Il faut qu'on... Par rapport à ce que vous disiez, par rapport à l'aspect... la première chose que les gens pensent en parlant d'hydrogène, c'est le risque. Je suis désolé, mais ce n'est pas forcément vrai. Et là, je vais juste citer l'Australie. Ils ont fait un sondage l'an dernier auprès de leur population, où en disant, quand on vous parle d'hydrogène, vous pensez à quoi? Et bien, vous savez à quelle place est arrivé le Hindenburg? En 9e position. La première position, c'est une molécule chimique. Bien sûr. Donc, pour vous dire, donc c'est bien. Donc, effectivement, mais il faut traiter la sécurité, comme pour tout, mais la première vision de l'hydrogène que le grand public commence à voir n'est pas uniquement la peur de l'hydrogène, mais c'est bien l'intérêt de l'hydrogène dans son utilisation. Et par rapport au traitement de la sécurité, tout est dangereux. Il y a quand même quelque chose qui est très dangereux. Et pourtant, on l'a partout chez soi. Et on laisse nos enfants jouer avec les câbles. Ça s'appelle l'électricité. On joue avec les prises. Ils ont le droit de brancher, débrancher pour recharger leur smartphone. On n'a pas peur. Parce qu'on a mis la sécurité en face du risque. Et pour l'hydrogène, il n'y a aucune raison qu'on ne mette pas la sécurité en face du risque, et d'autant plus qu'on le sait que ça peut être dangereux. Et un élément très concret et simple, demandez aux pompiers. Les pompiers de Saint-Lô, il y a déjà 4-5 ans, ont acquis un véhicule utilitaire à hydrogène pour aller au feu. Donc si les pompiers ont confiance et vont avec un véhicule à hydrogène au feu, c'est que la sécurité est quand même là. Il faut la traiter. Très bonne illustration. Alors j'ai une info pratique à l'intention des intervenants. Vous êtes priés de ne pas mettre la main en bas du micro parce que ça coupe l'émetteur. Voilà. Alors, autre question, mais peut-être vous vouliez réagir aussi, Laurent. J'ai appris qu'aujourd'hui, GRDF ou globalement, on met de l'hydrogène aussi qu'on mélange avec le méthane. Est-ce que, je crois que c'est 7%, on a le droit, enfin,
Et voilà, petit point technique, est-ce que c'est une part importante ou est-ce que c'est anecdotique? Est-ce que quelqu'un sait répondre à la question? Autrement, je passe à la question suivante. Hein. Non, je peux éventuellement tenter de répondre à cela. Effectivement, ça fait partie d'objets d'abord d'expérimentation et maintenant de déploiement, d'injecter de l'hydrogène dans le réseau de gaz. Lorsque l'on injecte, on appelle ça de l'ithane, c'est un mélange gaz naturel hydrogène. On peut monter à 5-6% de manière neutre. La problématique, si on veut augmenter cette densité-là, c'est d'une part sur la fragilisation par l'hydrogène des aciers dans les canalisations. Donc là, c'est plus la problématique GRT gaz des grands transports que de la distribution où on est quand même sur du souple. Et puis l'autre problématique, c'est évidemment sur les usages. Il faut que les gazinières elles puissent supporter des taux d'hydrogène importants. Et je terminerai juste par l'exemple de Grid, le projet qui a eu lieu à Dunkerque, où là, c'était sur un quartier neuf, mais on est monté collectivement jusqu'à 20% d'injection de l'hydrogène dans le gaz naturel pour de la mobilité, c'était des bus, et pour alimenter des bâtiments domestiques. Donc c'est possible, ça va être le sens de l'histoire, assurément. Laurent, l'hydrogène a beaucoup de place, une grande place au CEA. Le CEA, c'est comme l'organisation française qui met au point l'énergie, qui invente les nouveaux usages. Est-ce que pour vous, c'est un sujet prioritaire ou pas? Et est-ce que réellement, parce que tout à l'heure, Michel Despont disait « formez-vous, formez les jeunes, il y aura du boulot », est-ce qu'il y a aussi à inventer pour les startups encore? Parler de l'hydrogène ou de l'injection de l'hydrogène? Non, l'hydrogène en général. D'accord. Oui, pour l'hydrogène, bien sûr, le CEA, il travaille depuis plus de 20 ans. Donc bien sûr, on croit beaucoup dans l'hydrogène et on peut même dire si aujourd'hui Genvia a pu naître, c'est parce que le CEA a cru depuis plus de 15 ans dans l'électrolyse de température, même à un moment où il n'y avait pas d'industriel français qui était fortement intéressé. Mais comme on était intimement convaincu du potentiel de cette technologie, on a continué à le faire. Et on est fort heureux aujourd'hui que justement un grand industriel français, Schlumberger, ait repris cette technologie pour l'industrialiser. Et quand on regarde tout aujourd'hui l'attrait et le besoin de trouver des solutions pour la transition énergétique. Et comme l'a dit Christelle tout à l'heure, l'hydrogène, ce n'est pas la solution miracle, mais on n'atteindra pas nos objectifs si on n'intègre pas le vecteur hydrogène. Donc on doit développer le vecteur hydrogène. Et en termes effectivement de technologie, il y a plein de choses à faire. Comme disait Philippe Bouclier, on est peut-être au pied de la falaise. Mais pour les chercheurs, et que ce soit le CNRS ou le CEA sur recherche technologique, c'est justement une période très intéressante, surtout qu'il y a un besoin pour la société. Il y a un vrai axe de développement pour l'industrie. Donc on est pleinement dans notre rôle, aller de la recherche à l'industrie au service de la société. Merci. Alors, Fabrice, territoire, petite région, Auvergne-Rhône-Alpes, un engagement industriel extrêmement important. C'est quoi pour vous l'hydrogène? D'abord, créer une infrastructure, c'est une opportunité pour les startups. Voilà, pourquoi vous considérez que l'hydrogène est important à l'échelle d'une telle région? En réalité, c'est un peu tout. Et ce qui a été dit précédemment le résume, je crois, assez bien. D'abord, c'est quoi l'hydrogène? En réalité, c'est effectivement ce vecteur d'énergie qui, à un moment donné, nous permettra d'aller sur des usages différents et puis avec un vrai vecteur d'innovation. Alors, pourquoi une région, à un moment donné, peut s'intéresser dans ce cadre-là? Et quelle est la plus-value, finalement, d'une région? Tout à l'heure, vous évoquiez la question des écosystèmes. Je crois que la réponse, là aussi, elle est toute trouvée, parce que, de par ses compétences, les régions, et celles qu'on affirme, en tous les cas, du côté d'Auvergne-Rhône-Alpes, font qu'on est en capacité de regarder de manière très transversale cet écosystème. On est sur des aspects d'innovation, de développement économique, on est sur des aspects d'aménagement du territoire, sur des aspects environnement, et je ne cite que cela. Je devrais d'ailleurs citer aussi la question des transports et des mobilités, dont on a un tout petit peu parlé, mais qui est majeure dans le sujet. Voilà. Et la région a cette capacité, du coup, et notamment avec ce regard de l'aménagement du territoire, de travailler sur cette notion d'écosystème, de pouvoir mettre autour de la table les compétences nécessaires, mais aussi l'ensemble des acteurs du territoire concerné pour qu'ils puissent s'entendre sur la manière de développer. À une échelle plus petite, on n'a pas forcément un laboratoire suffisant. Parce qu'un laboratoire sur l'innovation de l'hydrogène, on ne peut pas faire tourner un seul quart pour juger de l'efficacité du système. De la même manière qu'on ne peut pas installer une unité de distribution d'hydrogène pour simplement 3 ou 4 véhicules qui viendraient s'approvisionner. Donc voilà la pertinence à un moment donné que représentent les régions.
toutes n'ont pas pris le train en marche de la même manière, mais je suis convaincu que c'est l'échelle qui est la plus pertinente. Et concrètement, en Auvergne-Rhône-Alpes, vous faites quoi sur l'hydrogène? J'attendais une question comme ça parce que je n'osais pas y aller directement. Mais allez-y, faites comme chez vous. En fait, très concrètement, parce que c'est ça en fait qui est intéressant d'ailleurs pour ceux qui viennent nous écouter, comment est-ce qu'on met en place? En 2018, le président Wauquiez, la région Auvergne-Rhône-Alpes, prend cet engagement du développement et ne le fait pas totalement seul, puisque nous partons engagés avec Engie et Michelin dans le cadre d'un programme qu'on appelle Zero Emission Valley. Ce programme Zero Emission Valley, il a l'avantage du coup de massifier les moyens, c'est 70 millions d'euros. Et l'ambition, c'est de pouvoir faire, comme on a pour habitude de le dire, à la fois la poule et l'œuf, c'est de dire on développe un réseau de distribution d'hydrogène et on développe une flotte de véhicules pour le consommer. 20 stations d'hydrogène à l'échelle de notre territoire, 1200 véhicules à l'échelle de notre territoire. Ça peut paraître peu, mais quand on connaît aujourd'hui les autonomies de véhicules, à l'échelle de cette grande région, 20 stations, ça permet d'apporter la réponse. 1200 véhicules, c'est bien, mais c'est en revanche insuffisant pour aller sur l'aspect de la massification et donc du coup de la démocratisation du modèle et de son équilibre in fine. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un moment de développement, on est dans un moment d'innovation où on s'autorise d'avoir quelques fragilités, parfois quelques erreurs. Je ne le dis pas pour les parties techniques, mais au moins en tous les cas dans l'équilibre du modèle. Donc ça c'est la première étape, si vous voulez, 2018, et ça se fait dans le cadre de Impulsion, qui est une forme absolument originale, où à l'échelle du périmètre de ZEV, les 3 partenaires de ZEV, on vient apporter eh bien, les banquiers autour pour assurer le financement, avec la Banque des Territoires notamment, et le Crédit Agricole. Ça permet du coup de développer. Aujourd'hui, on est au cœur du développement de ces stations de distribution. On en inaugure pour des poses de première pierre dans les jours qui viennent et on en a 5 qui vont être mises en service d'ici le premier trimestre 2022 et qui suivent celles qui sont déjà en fonctionnement. Il faut maintenant passer à une étape supplémentaire. L'étape supplémentaire, c'est du véhicule lourd, c'est-à-dire du gros consommateur. C'est pas qu'il soit gros ou pas, en tous les cas, c'est du gros consommateur. Pourquoi du gros consommateur? C'est là où on appuie sur le volet de la massification. Cette massification, elle permettra du coup d'écraser les prix et d'aller trouver les rendements plus intéressants. Le prix cible qu'on vise, il est à 9 € du kilo. Pour l'atteindre, on ne peut pas le faire sans avoir mis les véhicules lourds. Ça représente quoi ces véhicules lourds? On a un travail qui vient de se terminer, à l'échelle toujours de la région, et c'est là encore la pertinence d'un territoire d'ensemble, c'est que nous venons de recenser 150 véhicules lourds. On parle ici de trains, on parle de bus, on parle de véhicules spécifiques, bennes à ordures ménagères, balayeuses par exemple. Voilà. Et parallèlement à ça, il y a les niches qu'il nous faut explorer. Alors moi, mon territoire de jeu, c'est la montagne. Et la montagne, je trouve que c'est un très bel exemple pour l'hydrogène. C'est un très bel exemple pour plein de raisons, mais notamment parce qu'on a des usages spécifiques. J'en cite 2, parce qu'ils sont très intéressants et symboliques. Le premier, c'est les dameuses, les chenillettes pour damer la neige. La consommation de fuel d'une dameuse, c'est 200-250 litres par jour. Vous imaginez combien il y en a sur le territoire. Donc le jour où ces modèles-là peuvent passer à l'hydrogène, c'est effectivement une niche, mais prise localement, c'est un vecteur qui est considérable. Là-dessus, la technique évolue. Alors quand on dit la technique évolue, ça veut dire qu'on est capable d'avoir des dameuses hydrogène qui vont être en fonctionnement en 2023. Et ça veut dire qu'on est capable d'avoir au catalogue, en 2025, des matériels qui vont fonctionner et qui seront performants. C'était pour répondre à la question de tout à l'heure qui ne m'était pas posée. Et deuxième exemple en montagne, parce que je trouve aussi qu'il est très symbolique, et Michel Delpont y faisait référence tout à l'heure, c'est le groupe électrogène-hydrogène. Et ce à quoi Michel Delpont faisait référence, c'est la question du bruit. Parce que moi j'aime la montagne, et quand on y est, on veut que les activités puissent naturellement exister, mais si on peut éviter le groupe électrogène thermique qu'on a tous connu avec le bruit, on a tous connu avec le carburant qui file à côté de l'entonnoir, on a apporté une véritable réponse environnementale à bien des égards. Et vous voyez que cette application, ces 2 applications, qui sont pour le coup très spécifiques de la manière avec laquelle je les décris, peuvent se déployer de partout, en tous les cas à tous les sites isolés, si on prend ne serait-ce que l'exemple du groupe électrogène. Donc vous voyez,
la pertinence de la région, c'est que ça permet à un moment donné d'avoir dans notre spectre de compétences la totalité de ces sujets. Et en réalité, quand on parle d'hydrogène, il ne faut pas un président simplement, il ne faut pas un vice-président simplement, il faut tous ceux qui à un moment donné peuvent être concernés, qui par la mobilité, qui par l'industrie, qui par l'innovation, par l'économie, etc., se réunissent pour aller dans un même élan. Et on peut le faire parce que, d'abord, on a cette conviction profonde et on est convaincu qu'on ne se trompe pas de chemin en le faisant. Mais on peut le faire aussi parce que l'hydrogène offre, sur des terrains de jeu particulièrement difficiles, la capacité d'apporter des réponses sûres. Alors, on parlait d'hier, on parlait de demain, on parlait de l'avenir, etc. Moi, je crois qu'aujourd'hui, on n'est plus dans la démonstration. On est dans la confirmation. On a un certain nombre d'exemples qui sont à venir devant nous. Il y en a un que nous connaissons bien avec Michel Delpont, qui est le record qui va être fait en altitude le 14 décembre prochain. C'est un record d'endurance. On fait tourner un véhicule pendant 6 heures à 2300 mètres d'altitude à Val Thorens. Qu'est-ce qu'on cumule? On cumule de l'altitude, on cumule du froid. Quand on sait qu'à moins 6, une batterie de véhicule électrique va perdre 40% de sa capacité. Et on vient aussi donner un terrain de jeu qui est accidenté ou difficile, puisqu'il sera enneigé, 6 heures de fonctionnement. On n'est pas dans l'attente de la démonstration. Par contre, on va pouvoir confirmer que ça fonctionne bien. Merci, Christelle. Tout va bien? C'est une super énergie? Tout le monde a envie d'y aller? Pourquoi ça ne va pas encore plus vite? On ne va pas regretter ce qui s'est passé. Juste maintenant, bon, c'est vrai que 10 milliards, comme le disait Michel Delpont, c'était presque inespéré il y a encore quelques mois. C'est un accélérateur colossal, on va gagner 10 ans. Hein. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Parce qu'il y a une question de compétences, il faut convaincre, il faut quoi? Qu'est-ce qui manque à la filière pour aller encore plus vite? Alors, il manque rien à la filière, et il faut simplement aller encore plus vite. C'est-à-dire, tous les atouts sont là, tout est en ordre de marche. Maintenant, pour passer à l'échelle, il y a quand même un certain nombre de conditions de réussite. Donc, en effet, on a eu un plan à 7 milliards d'euros, un peu plus. Et la question qui se pose, c'est comment on le déploie. Alors, je pense que la première condition de réussite, ça a été dit, c'est que tous les acteurs se mettent en ordre de marche et agissent à tous les niveaux. Et le niveau des territoires, encore une fois, il est crucial. Chez France Hydrogène, on s'en est si bien rendu compte qu'on a décidé de créer des délégations régionales pour justement démultiplier les interactions, aider les acteurs à se fédérer et faire sortir les projets. Il faut faire sortir des projets d'envergure, il faut passer des effets de seuil pour confirmer et puis faire baisser les coûts aussi rapidement que possible. Ça, c'est la première condition. Une seconde condition, c'est ce qu'on a regardé, nous, dans la trajectoire qu'on a, la stratégie, l'étude qu'on a publiée il y a à peu près un mois, qui prenait l'objectif du gouvernement et qui a regardé donc, les 6,5 gigawatts d'électrolyse installés à 2030 pour décarboner 680 000 tonnes d'hydrogène. On a regardé comment on y allait, c'est-à-dire dans quelle était la trajectoire de déploiement. Ce qu'on a déterminé, c'est que non seulement l'objectif était atteignable, on pouvait arriver à 2030 avec 6,5 gigawatts d'électrolyse et 680 000 tonnes, mais avec les contraintes qui pèsent de plus en plus, et notamment les paquets européens comme le paquet Fit for 55 et les conditions qui sont mises, le cadre régulatoire qui est mis pour atteindre les objectifs climatiques de l'Europe, rendent encore plus exigeants les objectifs de décarbonation. Et donc, la demande en hydrogène renouvelable et bas carbone peut se décupler. On a un scénario dans le cadre duquel, c'est ce qu'on a appelé Ambition 2030+, on peut rehausser l'objectif de 60%, c'est-à-dire aller à 10 gigawatts d'électrolyse en 2030 et plus d'1 million de tonnes d'hydrogène renouvelable et bas carbone. Pour revenir sur la dimension un peu des écosystèmes, ce qu'on a mis au jour, c'est que là où se concentre la demande, ce sont des grands sites industriels, des grands pôles de consommation, à la fois en industrie, en grosses industries, Michel les a cités tout à l'heure, mais également sur des bases logistiques, des zones portuaires, aéroportuaires, là où il va y avoir des concentrations de différents types de mobilité. Et on a identifié environ 7 bassins
qui vont représenter 85% de cette consommation. Ça ne veut pas dire qu'il ne se passera rien ailleurs. D'abord, il y a 15% qui restent et qui sont notamment des projets de mobilité. Et on retrouve là les corridors des réseaux transeuropéens de transport. Mais en l'occurrence, ces bassins, faut les considérer comme des zones d'influence au sein desquelles on va pouvoir mettre en place des chaînes d'approvisionnement les plus optimisées possibles, à la fois en termes de production, de logistique, de distribution et d'usage. Donc, encore une fois, dans l'objectif d'industrialiser rapidement, faire baisser les coûts rapidement, cette concentration de moyens et d'acteurs, elle est assez fondamentale. Donc, et ça passe par la mobilisation, encore une fois, de tous les acteurs du terrain. Le niveau de la région, il est très crucial. Le niveau infrarégional, les métropoles, notamment pour la mobilité, typiquement les bus ou les bennes à ordures ménagères, c'est effectivement très crucial. La coopération interrégionale aussi dans cette logique de bassin, elle est très importante. Et si je reviens à un autre enjeu qui est un peu le corollaire, c'est comment on peut articuler les différentes compétences et les différents niveaux de financement au niveau national, donc les 7 milliards, peut-être les 9 milliards, c'est ton jeu, qui arrivent, avec les financements européens. Donc il y a un programme européen dont Laurent parlera mieux que moi, mais qui depuis 2014 ou peut-être même 2007, 2008 distribue pas mal d'argent pour des projets d'hydrogène dans l'énergie, dans la mobilité et puis dans des études, dans des projets transversaux. Il y a également les programmes opérationnels, les fonds structurels européens. Enfin voilà, il y a de l'argent européen qui arrive. Et puis, il y a évidemment ce que peuvent mobiliser les acteurs des territoires, l'argent mobilisé par les appels à projets régionaux, territoriaux. Donc ça, c'est une autre condition de réussite très importante. Il y en a d'autres, je vais peut-être permettre aux autres de compléter. Oui, puis je pense qu'on va prendre quelques questions. Michel, j'ai une surprise. Dans ce pays, on n'a pas un ministre de l'énergie de plein exercice. Peut-être ça vaudrait le coup d'avoir un secrétaire d'État à l'hydrogène dans quelques mois. Prochain gouvernement, peut-être. Mais en fait, il y a beaucoup de ministres qui sont concernés, in fine, aujourd'hui. On parle de la transition écologique, mais pas que. Agnès Pannier-Runacher, par exemple, à l'industrie, est très active. Vous avez l'agriculture aussi, qui sera concernée par la robotique agricole. Donc il y a plein de ministères, la recherche, en l'occurrence. Donc voilà, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai souhaité, moi, faire une tribune dans le JDD en juillet 2020, juste à la sortie du Covid. 150 parlementaires m'ont suivi et on demandait la création d'une gouvernance, justement. Et pour l'instant, cette gouvernance est traduite par le Conseil national de l'hydrogène qui a été créé par Bercy et qui regroupe tous les grands de l'énergie. Mais ça ne me suffit pas pour moi, parce qu'en fait, il n'y a que les grands de l'énergie qui y sont, et c'était ceux-là qui bloquaient d'ailleurs, et qui étaient en retard. Je suis désolé, mais il a fallu lutter contre des lobbyistes qui nous empêchaient d'avancer. Vous savez combien on a de lobbyistes à Bruxelles? 12 000 recensés, 25 000 in fine. C'est fou. Chacun joue son influence, mais chacun joue sa partition. Effectivement, la gouvernance, c'est pas forcément mettre uniquement un corps de métier autour de la table. Voilà, cette gouvernance, il faut aller plus loin, ce que disait Christelle. Il faut vraiment fédérer toutes les filières, tous les métiers, les publics privés. Ça a été évoqué par Monsieur le maire concernant zéro émission de malaises. Je suis jaloux d'ailleurs, j'aimerais bien avoir la même chose chez moi. Et donc, bravo ce que vous avez fait, et j'espère que vous allez aller encore plus loin. Et voilà, c'est un bel exemple qu'il faut dupliquer dans tous les territoires. Alors, on a encore quelques minutes devant nous. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, intervenir? Je ne sais pas si j'ai quelqu'un qui peut passer le micro. Alors, je pense que... Voilà, c'est vous qui tenez le micro, c'est ça, hein? Donc, vous ne touchez pas au micro parce que d'autres pourront en avoir de l'usage. Oui, merci. Alors, il faut en même temps enlever votre masque le temps peut-être. Voilà. Ça s'entend? Ça marche pas. C'est la lingette qui gêne, non? Non? Non, c'est en bas, ouais, normalement ça. Mieux? Oui, j'ai une question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, Victor Vitelli et je suis dans un projet de mettre l'hydrogène dans l'agriculture. Pourquoi? Parce que autant qu'il y a
quelques milliers de Damus en France et j'avais auparavant un projet de dual fuel hydrogène diesel pour les Damus. Il y a plus qu'1 million de en diesel qui consomment en moyenne 10 voire 20 000 litres par an par véhicule. Pourquoi dans toute cette réflexion, on ne voit jamais la place de l'hydrogène dans l'agriculture? J'en ai parlé. Oui. L'hydrogène dans l'agriculture, ça va venir, les tracteurs, la robotique agricole, donc ça va venir, tout à fait. On peut même dire qu'il y en a déjà. Hein, Il y en a déjà. il y en a déjà. Il faut savoir, le premier tracteur à hydrogène, je ne me rappelle plus le nom c'est un Américain dans les années 60. Voilà. C'était New Holland. Oui, Attention, c'était New Holland. la Ouais. main, New sur Holland, voilà. l'antenne. Ah oui. New Holland. Alors New Holland, effectivement, développe des tracteurs Holland en fait, à oui. hydrogène. Et puis nous-mêmes, c'est vrai, il y a quelques années, on avait travaillé avec un industriel en France pour développer un tracteur à hydrogène. Alors malheureusement, cette activité tracteur électrique a été envoyée dans une des filiales allemandes. Donc du coup, on a arrêté de travailler. Mais c'est un sujet. C'est un sujet de développer Oui, un mais tracteur à est-ce hydrogène. que ça va arriver rapidement Oui, aussi? alors ce qui est prégnant, par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure avec le groupe électrogène pour les stations de ski. Mais le groupe électrogène, c'est très simple. Ça, on sait le faire. Il y a des exposants dans des salons à hydrogène. La semaine prochaine, il y aura des salons à Paris, Evolution, où il y aura effectivement des opérateurs qui fabriquent déjà des groupes à hydrogène. Et ça concerne énormément de métiers. On a parlé des stations de ski, mais ça concerne surtout les ports maritimes qui alimentent les bateaux avec des groupes électrogènes qui polluent beaucoup. Ça concerne les chantiers, les maçons et autres qui font tourner des groupes à diesel. Ça concerne plein de métiers et ça, on pourrait très bien le faire très rapidement, quasiment même l'interdire, le rendre obligatoire. Ça, c'est une question législative qui me concerne, qui concerne l'Europe, qui concerne la France. Mais on a fait bouger les lignes déjà, nous, depuis 2019. La loi LOM qui a imposé 20%, enfin qui a toléré plutôt 20% d'hydrogène dans les gazifications, ce qu'on appelle le power to gas, ça a été voté par nous. On continue là, dans un projet de loi qui arrive sur les finances, on va encore voter des lois, énergie, climat, etc. Donc on fait bouger les lignes, l'Europe fait bouger les lignes sur le plan réglementaire. Là, il y a un gros travail, il y a un très gros travail. C'est d'ailleurs ça que le Conseil national de l'hydrogène a fait en premier, c'est réglementer pour simplifier et faciliter l'implantation de l'hydrogène. Mais voilà, un exemple, le groupe électrogène, pensez-y, c'est très facile. Povidian, qui est une entreprise, ça me vient en mémoire, qui est à Tours, en plus en province, c'est fabriqué. Et c'est alimenté, d'ailleurs, actuellement, alimente des îles qui n'ont pas d'électricité pour alimenter ces pays. Un autre exemple, tiens, je passe maintenant. J'étais en Corse pour le port d'Ajaccio de Bastia, pour créer aussi, mettre l'hydrogène sur les ports. Eh bien, j'ai découvert qu'en Corse, le département était alimenté en électricité, s'il vous plaît, par 2 centrales thermiques à fioul. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Ils n'ont pas le nucléaire en Corse. Donc, ils ont 2 centrales obsolètes qui vont changer. Donc, il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Ok, je crois qu'il y avait une autre question ici. N'hésitez pas à vous manifester que la salle est assez grande. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour Jean-Luc. Peut-être, excusez-moi, si ça vous ennuie pas de vous lever, Oui. ce sera plus pratique. J'avais une question sur la mobilité légère. Donc, j'ai vu dans le plan Ambition Plus dont parlait Madame Berquin qu'on prévoyait plus de 400 000 véhicules légers à horizon 2030. Quand on sait qu'avec la même quantité d'électricité, pour faire tourner une voiture à hydrogène, on ferait fonctionner 3 voitures électriques, quel est l'intérêt, quel est le sens d'aller vers cette mobilité légère? Et c'est aussi un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, le rendement de l'hydrogène par rapport à l'électricité. Pourquoi ne pas parler quand même d'électrification en priorité? Quand on parle de connecter des bateaux à des groupes électrogènes, etc., chaque fois qu'on peut les câbler directement sur l'électricité, on gagne quand même 3 fois l'électricité dans un contexte où l'électricité va être rare dans le futur, en particulier l'électricité verte. Alors, qui veut répondre? Allez-y. M'était adressé parce qu'effectivement, vous avez cité, je crois, le scénario Ambition Plus 2030, dans lequel on propose, et les chiffres ont été confirmés par la plateforme de la filière automobile, 450 000 véhicules utilitaires légers. Alors votre question était de dire, en gros, le rendement du véhicule à hydrogène est plus faible que celui de la batterie, donc quel est l'intérêt? On ne raisonne pas rendement, ça n'a pas de sens. On ne dit pas que l'hydrogène va se mettre sur tous les segments de marché.
On dit qu'il est très complémentaire dans la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, contre les particules, contre la pollution sonore, donc pour la qualité de l'air en zone urbaine et d'une manière générale pour la mobilité zéro émission qu'on défend. L'hydrogène a sa place et prend la place du véhicule électrique à batterie, là où le véhicule à batterie ne peut pas rendre le même service. Par exemple, pour des mobilités intensives, des mobilités qui ont besoin d'une forte autonomie, des mobilités de service, de la mobilité lourde, des poids lourds, mais bon, vous mentionniez plutôt les véhicules utilitaires légers, donc je reste sur ce segment-là. La batterie ne pourra pas toujours faire le job. Quand on a besoin de transporter beaucoup de marchandises, la place des batteries pour avoir une autonomie suffisante est trop importante. Quand on a besoin de conduire beaucoup, si vous prenez les flottes de taxis, par exemple c'est des berlines, eh bien passer plusieurs heures ou même plusieurs dizaines de minutes à se recharger, eh bien c'est trop long. Voilà, c'est cette place-là que vient prendre la mobilité à hydrogène. Elle ne vient pas remplacer, elle vient s'inscrire en complémentarité. Peut-être vous vouliez réagir, mais il y a aussi la question des batteries quand même. Une Tesla avec ses 800 kg de batterie lithium pose des problèmes environnementaux quand même aussi importants qui méritent d'être pris en compte. Enfin, avec 800 kg de batterie, il y a aussi un problème au porte-monnaie. C'est un problème du porte-monnaie aussi. Oui. Donc l'autonomie se paye. Mais je voulais juste rebondir par rapport... Non, c'est bon, ça allez-y. C'est bon, là, oui, c'était Ouais. aussi, là, je rebondis sur l'aspect montagne, la région Auvergne-Rhône-Alpes. Un véhicule électrique à batterie, quand on habite dans la montagne, on monte, on descend, on a des cols à passer, on peut avoir 100 ou 200 km sur autoroute, on n'a plus 200 km en montagne. Donc tous les gens qui habitent dans le massif montagneux et qui a des descentes seront bien contents aussi de disposer de la solution hydrogène. Et comme le disait Christelle, c'est pas une compétition, c'est une complémentarité. Pour certains usages, avoir une voie hydrogène pour rouler en centre-ville n'a aucun sens. En revanche, quand on a un véhicule et que malheureusement on habite à 50 km du lieu de travail, il vaudrait mieux habiter à côté, mais après c'est comme ça, et qu'en plus on est en milieu montagneux, là on préférait avoir un véhicule à hydrogène qu'un véhicule à batterie. Imaginez qu'un camion semi-remorque français qui s'appelle Chéreau, comme tous les autres d'ailleurs, ont 2 moteurs diesel. Un pour la traction et un pour le frigo. Et celui du frigo, il n'est pas réglementé en plus. Il pollue énormément. Donc déjà, l'entreprise Chéreau, qui est française, travaille sur le passage à l'hydrogène de ces remorques frigo. Les Suisses viennent de mettre en place 200 camions pour livrer les supermarchés. Eux, c'est plus facile que nous parce qu'ils ont des péages et ils font payer au moins, ils taxent. Ça permet de rentabiliser. Et actuellement, ces 200 camions à hydrogène livrent tous les supermarchés de Suisse. C'est efficient, c'est opérationnel. Voilà un exemple. Donc, l'hydrogène, un transport lourd n'est pas fait pour porter une batterie qui va peser 3 tonnes. C'est ça la différence. Et je terminerai là-dessus. Ça a été dit, mais je le rappelle quand même, les 2 vertus de l'hydrogène par rapport à la batterie, parce qu'il y aura le match avec la batterie, c'est sûr, ça sera du mix. Les 2 vertus, c'est autonomie, temps de recharge. Autonomie, on arrive à faire des voitures à plus de 1000 km, des camions aussi, des trains aussi. Sachez que la voiture à batterie, ça va pas très loin quand même pour l'instant. Et le temps de recharge est immédiat, alors que faites un parcours de 600-800 km avec une voiture à batterie, je vous souhaite bon courage, vous n'arriverez pas pour le week-end. Merci Fabrice. Moi, je voulais dire exactement la même chose, donc je souscris. Simplement deux petits compléments. Le premier, c'est que par le fonctionnement et par les usages, on est arrivé à vouloir transformer des véhicules électriques avec de l'hydrogène. C'est précisément la question des prolongateurs hydrogène. Et il y en a qu'un, celui auquel je fais référence, c'est le véhicule Kangoo notamment, tout simplement parce qu'on n'avait pas ce temps qui permettait de faire la recharge comme ça vient d'être évoqué. Et puis après, en fonction des usages, il va y avoir une complémentarité, c'est ce que vous disiez il y a un instant, et précisément en fonction des lieux dans lesquels on se trouve et des usages auxquels on utilise le véhicule, c'est ce qui va permettre de faire la différence. Voilà. Madame ? Oui, donc j'étais en train de vouloir vous poser la question parce que j'ai lu sur Internet, parce que je fais la recherche d'un véhicule hydrogène, un petit. Donc vous parlez du Kangoo, donc j'ai lu sur Internet qu'effectivement il y avait l'hydrogène sous le plancher et qu'après, quand l'hydrogène était liquidé,
on se mettait sur la batterie pour pouvoir terminer ou aller se recharger. C'est ça, c'est la complémentarité des deux systèmes, ce qu'on appelle le prolongateur, et qui donne tout à fait un bon résultat. Et d'ailleurs, sur les territoires, l'idée, c'est pas de dire maintenant on fait de l'hydrogène, on s'intéresse plus du reste. Moi, je suis maire d'une commune dans laquelle on installe des bornes de recharge électrique en même temps qu'on crée une station de distribution d'hydrogène, parce qu'en fonction des usages, il faut à s'adresser aux bons véhicules. Voilà. Donc ça pose une vraie question d'infrastructure. Et Ça pose une question d'infrastructure, ça pose une question d'aménagement du territoire, mais ça pose surtout l'usager au cœur de tout ça. Je suis usager citoyen, acteur économique. Quel est le besoin? Et en fonction de ça, quelle est la réponse? Voilà. Mais les systèmes, il ne faut surtout pas les opposer. Je crois qu'on est tous plutôt des défenseurs d'un bouquet énergétique ou un bouquet de vecteurs d'énergie, et on fait le choix en fonction de la question qu'on pose. Il n'y a pas de réponse avant que la question ait été précisément posée. Et probablement qu'il y ait réponse avec un S, parce que c'est un assemblage de réponses plutôt qu'une réponse unique. Et bien c'est pas sûr, la solution miracle. Bien sûr, parce que, et d'ailleurs, y compris dans la réponse technique, parce que on peut avoir des unités de distribution qui vont répondre de la question d'une toute petite flotte. Aujourd'hui, c'est tout à fait économiquement supportable, pour peu qu'on soit un tout petit peu militant, dans une entreprise, de faire installer une unité de distribution. Parce qu'on a un parc véhicule qui mérite à un moment donné qu'une partie de ce parc soit alimentée par de l'hydrogène. C'est complètement possible. Mais je croyais que c'était très cher d'installer une borne hydrogène. C'est cher, c'est pour ça que j'ai dit, pour peu qu'on soit un petit peu militant. Mais en réalité, 1,5 million la borne, c'est non, c'est moins que ça. C'est moins que ça. C'est combien maintenant? C'est moins que ça. On a plutôt des chiffres qui sont de l'ordre de 400 à 500 000 euros sur des petites unités de distribution. De la même manière qu'on n'a pas parlé des... Alors c'est une niche, mais on n'a pas parlé du vélo hydrogène, qui est aussi un très bon moyen de démocratiser, parce que tout le monde peut faire du vélo. Et donc, à un moment donné, c'est une réponse. C'est une réponse qui apporte en plus une endurance supplémentaire, une autonomie supplémentaire, et qui est accessible à tous. Là aussi, on a la possibilité d'avoir des petites installations qui permettent de répondre d'une flotte d'une vingtaine ou d'une trentaine de vélos, ou d'une dizaine de vélos et de quelques voitures. Dans une entreprise, ça peut faire sens dans un projet global. Voilà. La région a développé aussi ce genre de dispositif. Absolument. Je présidais l'exposition au Grand Palais pendant la COP. On avait des scooters hydrogène, des vélos hydrogène. Et c'était il y a 5 ans. Au G7 à Biarritz. Voilà. Et à l'époque, ça valait 1,5 million d'installer une borne. Donc, comme quoi la recherche a progressé à une vitesse absolument... On est capable en France de produire tout à fait ça. Les vélos sont plutôt faits du côté de l'ouest de la France. Et puis les unités de distribution, on en fait à divers endroits, mais notamment en Savoie, où on sait faire pour les recharges à vélo. Michel. Actuellement, d'ailleurs... je reviens vers vous, madame, vous inquiétez pas. Il y a déjà 2 ans, moi j'ai fait du vélo à hydrogène pour aller visiter tous les maires de ma commune, de ma circonscription. Actuellement... C'est campagne électorale. Hein. Il y a déjà 2 ans. Dans quelques mois. Il y a 2 types de vélos, pour compléter ce qu'il vient de dire. Il y a le vélo où il suffit d'avoir une bonbonne pour recharger dans mon cité. Moi, je vais le faire à Bergerac. Je vais mettre une station, entre guillemets, bonbonne. J'ai été au 24 heures du Mans essayer un prototype à hydrogène de course, une Formule 1. Hein. Il y avait aussi dans des réservoirs bonbonnes. Donc, on peut très bien alimenter une flotte de vélos. Et il y a 2 types de vélos, le vélo qu'on recharge à la station et un nouveau type de vélo qui vient de sortir. Accus vient de sortir, ça s'appelle le Storage. Avec les cartouches. Avec une cartouche comme une cartouche de bière et donc comme une canette de bière. Et il y aura un distributeur à hydrogène. Et ça marche. Comme en Chine actuellement d'ailleurs, ou à Taïwan, ou au Vietnam, vous avez des distributeurs de batteries. Donc, absolument, et ça marche. Madame. Oui, et après, juste après, il y a quelqu'un qui... Ma grande inquiétude, j'avais eu la directrice commerciale de Toyota il y a quelques années, là, quand ils avaient sorti leur véhicule à 60 000 euros, à 80 000 euros. Chez Toyota, ils avaient sorti une voiture à 80 000 euros. Moi, je voulais aller à Monaco au salon machin. Et j'ai regardé, elle m'a dit, mais appelez votre maire de Valence. Moi, je suis à Valence. Pour l'instant, moi, je regarde sur les plans, les pompes, parce qu'avant d'acheter un véhicule, il faut d'abord savoir le prix. Et puis, il faut aussi pouvoir s'approvisionner pour ne pas rester en rade. Donc, moi, je n'ai pas l'impression, d'après Internet, moi, j'ai les contacts grand public,
j'ai pas l'impression que ça aille très vite au niveau des possibilités de rechargement à hydrogène. Alors qu'est-ce qu'il y a comme voiture aujourd'hui qui existe sur le marché? Dans les grandes villes, il y a quelques taxis qui marchent à l'hydrogène. Et combien ça coûte? Alors, il y a un peu de tout. Il y a 3 véhicules qui sont bien développés, qui sont, ce qu'on a pour habitude de dire, au catalogue. Aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est que les constructeurs aillent plus vite. Mais le problème, c'est qu'on leur demande d'aller plus vite sur l'électrique, plus vite sur l'hydrogène, plus vite sur tout en même temps. Donc, aujourd'hui, nous, on a un objectif à l'échelle d'Auvergne-Rhône-Alpes, ça tombe bien parce que vous êtes en région, sur 1200 véhicules. Et votre interlocutrice vous a bien répondu parce que le maire de Valence est par ailleurs vice-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et dans le cadre du projet Zéro Émission Vallée, au-delà de la mise en place de ces 20 unités de distribution, il y a un accompagnement financier sur l'acquisition des véhicules. Voilà, sur les 1200 premiers véhicules. Alors aujourd'hui, ça vaut quoi un véhicule? Moi, je viens d'en acheter 3. Un Kangoo, ça vaut à peu près 50 000 €, sur lequel il y aura une aide de la région qui sera de l'ordre de 8 000 €. Et si vous êtes sur un véhicule qui est sur le haut du segment, vous êtes plutôt à 70 000 €. Et là, il y aura une aide de la région qui est de 12 000 €. Voilà. Donc les taxis sont plutôt sur ces véhicules du segment supérieur, qui sont des SUV++, on pourrait dire, voilà, et sur lesquels on a une autonomie qui est de 800 km à un peu plus de 1000 km, 1004, Michel, je crois, c'est ça, kilomètres. Mais là, on est encore en développement. Et combien coûte un plein pour 1000 km? Il coûte un peu plus cher qu'un plein de gasoil. Voilà. Ok. Mais avec une pollution qui n'a absolument rien à voir, on est bien d'accord. Un confort de conduite, des émissions, ça n'a plus rien à voir. Dans les voitures, je monsieur derrière avait demandé la parole pendant que Michel complète. Les pompes pour... Je complète pour les voitures. Donc effectivement, les Asiatiques sont un peu en avance sur nous. Ils ont sorti la Mirai, ce sont les taxis Hype à Paris. D'ailleurs, j'en ai pris cette semaine, j'en prends la semaine prochaine. Donc ça fonctionne déjà depuis 3 ans. C'est une Mirai. Le Hyundai avec la Nexo. D'ailleurs, on s'est amusé avec Bertrand Piccard, celui qui a fait le tour du monde en avion solaire, à battre le record d'autonomie. On avait fait 850 km avec la Nexo. Maintenant, on arrive à 1300 km avec 1350 avec la Mirai. En France, il y a la Kangoo, effectivement, ça a été cité. Il y en aura d'autres. Et il faut que les Français se bougent. Hier soir, j'étais en dîner, conférence aussi avec les constructeurs. Il faut qu'ils accélèrent. Et Renault et Peugeot doivent mettre la surmultipliée pour l'hydrogène. Voilà. Alors, on va prendre 2 ou 3 dernières questions, puis un dernier tour de table, parce qu'on est tout près de la fin. Vous ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas. Madame, et il y avait monsieur ici, et on s'arrêtera là. Madame. Alors, moi, j'ai une question, en fait, c'est sur la réutilisation des gazoducs, vous en avez fait référence au tout début, et aussi sur le stockage d'hydrogène. Est-ce que vous avez déjà fait une cartographie nationale du besoin, des perspectives pour 2030, pour que ça corrèle avec la production d'hydrogène? Ok, alors, merci beaucoup pour cette question. Je veux bien que vous passiez le micro à monsieur derrière, là, qui a déjà enlevé son masque, vous ne pouvez pas le rater. C'est le seul, je dénonce pas, hein, c'est juste pour une question pratique. Bonjour, moi j'avais une question. On a beaucoup parlé de mobilité, on a beaucoup parlé d'électricité, on n'a pas parlé de chauffage. Et est-ce qu'on peut envisager, alors c'est une question de néophyte, est-ce qu'on peut envisager demain, dans le cadre de l'ARE 2020, de remplacer les énergies fossiles, gaz et gasoil, ou fuel, par de l'hydrogène? Merci. Alors, on va faire un dernier tour de table en répondant à ces questions, et on va commencer par vous. Donc là, il y a la question des gazoducs, mais effectivement, et du stockage, mais je crois que ça rejoint un peu tout ça. Et il y a une plus sur les usages, et moi je me pose la même question, parce qu'il s'avère qu'à titre personnel, je m'intéresse beaucoup aux questions de précarité énergétique. Est-ce que l'hydrogène peut être une solution? Et notamment quand on rénove, une question qu'on se pose souvent, mais si on met du photovoltaïque ou une éolienne sur le toit, une petite, est-ce qu'on ne peut pas fabriquer son hydrogène à la fois pour la maison et aussi pour avoir un véhicule qui permet d'aller travailler à pas cher? Voilà, donc on va finir sur des questions un peu plus prospectives. Allez, vous commencez. Bon, moi, je vais être très brève. On a regardé effectivement, avec l'aide des acteurs qui sont concernés, hein, vous parliez des gazoducs, on a identifié un besoin à 2030 de 685 km de canalisation. On a identifié également 15 à 20 000 tonnes de stockage souterrain nécessaires.
Donc, les acteurs qui sont concernés, on en a quelques-uns chez France Hydrogène, les grands transporteurs de gaz. Donc, je ne vais pas tous les citer, GRT, Terega, RGDS, bon, il y en a d'autres. Et puis, pour le stockage, on a certains acteurs comme Storengy et d'autres encore. Je ne vais pas tous les citer, je ne suis pas exhaustive. Ce que disent les opérateurs de transport, c'est que probablement, il va y avoir peut-être un rétrofit de certaines canalisations, mais l'idée, c'est d'aller quand même vers des infrastructures de transport d'hydrogène dédiées. Voilà. Et pour le stockage, il y a toute une démarche, une dynamique européenne qui est en cours, et donc il y a une volonté de développer des sites de stockage souterrain. On voit qu'on en a besoin en France. Il y en a quelques-uns qui sont en cours d'expérimentation. Et ça va évidemment se développer. Sur le résidentiel tertiaire, le chauffage, je crois que Michel voulait en dire un mot en particulier, donc je vais pas... Nous, ce qu'on regarde, c'est qu'effectivement, ça fait partie des solutions qui sont plus prospectives. C'est-à-dire que l'idée pour nous, aujourd'hui, c'est d'abord de se concentrer sur la massification de la production d'hydrogène renouvelable ou bas carbone et de développer les nouveaux usages. Mais dans l'objectif de décarboner les réseaux de gaz, effectivement, il y avait l'idée que l'hydrogène pourrait jouer un rôle dans ce cadre-là aussi. Mais peut-être, Michel, tu voulais compléter sur le RE 2020 ? Oui, donc ce sont des lois qu'on va faire évoluer également. Il y a déjà des chaudières therméa qui fonctionnent à l'hydrogène. Donc on pourra effectivement, en fonction des lois que nous allons voter, faire évoluer le système de chauffage des bâtiments. J'ai parlé tout à l'heure des matériaux, ça compte aussi pour le logement. Le béton, l'acier, etc. Et donc, moi je terminerai sur les questions de prospective. Simplement, ce qu'on a mis en place avec les budgets et les lois, c'est une chose. Mais il y a aussi, je dirais, l'hydrogène, c'est un vaste domaine. Il y a aussi de l'hydrogène naturel qui existe en sous-sol. Au Mali, on a trouvé un souterrain, donc une réserve d'hydrogène naturel qu'on pourra exploiter. Il y en a aussi en Russie, il y en a aussi dans d'autres pays. Donc ça, c'est quelque chose qui pourra peut-être un jour être exploité. On travaille aussi au niveau de la recherche pour la capture du CO2, pour le transformer aussi en hydrogène. J'ai un chercheur de Montpellier qui travaille là-dessus et c'est faisable. Et d'ailleurs, j'ai un méthaniseur de ma région qui veut récupérer son CO2 pour le transformer. Donc vous voyez, ça revient un peu à la question d'autonomie d'une ferme, par exemple, qui pourrait être autonome à 100% en termes d'énergie. Et puis un dernier mot sur l'hydrogène fatal, c'est-à-dire rejeté par des entreprises qu'on pourra récupérer. À Bordeaux, j'ai une entreprise qui rejette de l'hydrogène. Et donc, pour l'instant, il part dans l'air. On va pouvoir le capter et alimenter le port de Bordeaux. Oui, presque toutes les entreprises chimiques, d'ailleurs, dégagent de l'hydrogène. Peut-être aussi, il y a beaucoup de sujets, mais on a parlé du stockage. Moi, je vis dans une région un peu plus au sud-est où il y a une mini-ZAD autour d'un projet de stockage. Je crois qu'il y a aussi des questions de conviction du public, d'explications pédagogiques doivent se faire parce que ces infrastructures aussi peuvent inquiéter. Laurent, quelques éléments de prospective, de priorité, très rapidement. Peut-être juste pour le côté stationnaire. Il faut juste avoir en tête qu'au Japon, plus de 350 000 systèmes piles à combustible ont été vendus les 10 dernières années pour essentiellement produire de l'électricité et pour l'eau chaude sanitaire. Donc aujourd'hui, c'est un produit commercial. Ils en sont à leur 8e génération. Et ils partent de gaz naturel, mais il y a l'évolution vers l'hydrogène. Voilà, donc pour dire, et ils ont un objectif de vendre 5 millions d'ici 2030. Donc voilà, donc ça existe déjà. Alors en France, c'est vrai que la question, et en Europe, il y a un peu moins de 2000 systèmes qui ont été vendus et placés en Europe, dans le cadre de projets européens. Alors c'est vrai que la question se pose un peu moins parce qu'on est un peu moins ou mieux connecté ou moins sensibilisé à des effets de blackout ou autre, mais pourquoi pas. Donc c'est pas impossible. Sinon, je voulais juste dire un peu aussi, c'est par rapport, c'est bien, il y a un vrai engouement du public. On va vous attacher la main gauche. Voilà, ouais. Il y a un engouement du public envers l'hydrogène, c'est très bien. Il y a une attente. Mais comme il y a eu il y a 10 ans une attente pour les véhicules électriques, je veux acheter mon véhicule électrique à batterie, mais je n'avais pas d'offre. Et là, comme disait le député Delpont tout à l'heure, les lois qui viennent d'être votées, les plans de relance, c'est maintenant. Si on regarde il y a 5 ans, moi ça fait 20 ans que je suis dans l'hydrogène, je veux dire, on était tous très motivés, on y croyait tous, mais on n'avait pas les moyens de le faire. Donc maintenant, les moyens viennent d'être dégagés, donc il faut laisser le temps au temps, comme disait un certain... Non, là, vous êtes pour rien. Et donc, c'est-à-dire il faut laisser aussi le temps maintenant aux industriels français à mettre en route l'outil de production et ne pas vouloir aller trop vite
Et aller trop vite, qui veut dire on va importer pour avoir maintenant et ne pas laisser le temps aux industriels français à se mettre en route. Et dernier point, c'est pas parce que la technologie est mature, on passe à l'échelle, qu'il faut ne pas continuer à investir dans la rupture technologique. Et là, je regrette, et ça peut peut-être être changé, que dans tout le plan de relance, le soutien à la recherche amont, c'est 1%. C'est pas beaucoup. Alors, Patrice, Voilà. Donc je pense que si on veut préparer demain, après-demain et après-demain, il faut donner aussi les moyens aux chercheurs de chercher. Bon, Patrice Tauchon, Envoyez-moi l'amendement. Patrice Tauchon, votre vision, dans 10 ans, vous en serez où, Jean-Via? Alors effectivement, dans 10 ans, il faut se laisser le temps au temps, comme tu l'as dit Laurent. La baisse des coûts, c'est un enjeu majeur pour la production. La feuille de route de Genvia, c'est de pouvoir produire de l'hydrogène à moins de 2 € du kilo d'ici 2030. Alors quand je dis ça, je dis rien, parce que évidemment le prix de l'électricité est majeur dans le coût de l'hydrogène. Donc les hypothèses que l'on a prises, c'est avec une électricité verte à 40 € du mégawattheure. Pour y arriver, c'est pas de la science-fiction, c'est de l'industrialisation au travers de gigafactories, parce que les objets dont on parle pour adresser les marchés de centaines de mégawatts, voire de gigawatts, comme ça a été dit, c'est des capacités dignes de l'automobile. Et donc les lignes de production que l'on va devoir mettre en œuvre, ça va être des capacités dignes de l'automobile pour arriver à faire ça. Mais on est ambitieux. Comme cette table ronde l'illustre, on aura besoin d'une belle équipe de France parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Peut-être sur l'aspect bâtiment, il a été dit effectivement qu'on peut utiliser l'hydrogène en combustion, en micro-cogénération comme tu l'as dit, même si en France, avec les tarifs d'électricité, c'est moins intéressant. Il y a une vision intéressante également qui peut être de faire de l'autoconsommation pour le bâtiment, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque l'on a un excès de photovoltaïque par exemple sur un bâtiment, on produit de l'hydrogène qu'on stocke localement et puis on le restitue en mode pile à combustible, c'est-à-dire à l'envers. Et l'avantage, c'est qu'on produit à la fois électricité et chaleur, eau chaude sanitaire, chauffage pour le bâtiment. C'est des applications qui ne sont pas absurdes dès maintenant. Merci. Et pour conclure avec Fabrice Panecouk, prochain Polytech dans 2 ans, que des taxis hydrogène? Sans doute non, pas encore. Par contre, je vais vous répondre à l'envers. Par rapport aux questions qui ont été posées, on voit bien que tout le monde a envie de mettre la technologie quelque part. En réalité, aujourd'hui, il n'y a plus de limite parce que le gros de l'innovation a été fait. Alors, il faut améliorer la question des rendements, il faut effectivement avancer sur encore des tas de choses. Mais en réalité, on peut le mettre à peu près partout aujourd'hui. La question, c'est de se poser la bonne question, pourquoi on veut le mettre? Et est-ce que le rendement qu'on va obtenir est meilleur que la situation d'aujourd'hui? Voilà. Donc, beaucoup de taxis, comme beaucoup d'autres choses, mais peut-être pas partout et sans doute pas, parce que ça ne sera pas la solution unique. Merci beaucoup, merci à tous, merci à Polytech, merci à Hydrogénium. N'hésitez pas à vous procurer le magazine, son éditeur est juste là, Jean. Voilà, tout le monde est là. Il est là, voilà, pardon, je ne t'avais pas vu. Excuse-moi. Voilà, et il y a aussi des trophées qui seront remis pas très loin d'ici, puisqu'ils seront remis dans le cadre des Assises européennes de la transition énergétique organisées par Genève. Merci. Et Genève qui intègre toute la partie française, et c'est pas seulement la partie suisse. Merci à tous, à très bientôt, bon salon.